Bonjour et bienvenue dans cet instant digital de 5 minutes max. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle et de la façon dont les entreprises en gèrent les risques et les investissements. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Mativet, docteur en IA, auteure, conférencière, consultante indépendante, et Jean-Baptiste Patry, partenaire et directeur de l'offre conseil data IA chez Shift. Est-ce que vous avez quelques exemples concrets d'usage de l'IA qui ont généré de la valeur très tangible pour les entreprises de quelque type qu'elles soient? Ce qui me vient à l'esprit spontanément, c'est pour la filiale d'un grand groupe bancaire qui fait du leasing et qui a développé ce qu'ils appellent en interne un score IA, à base de données qu'ils avaient en interne sur leurs clients, mais aussi en achetant des données à l'extérieur, en mixant tout ça et en faisant un score IA qui les aide à décider si un nouveau dossier de financement, on l'accepte. En gros, on l'accepte automatiquement, on le rejette automatiquement, ou au contraire, on l'envoie, il y a un doute, et on l'envoie vers l'humain. Alors là, très concrètement, ce score est opérationnel et ça leur permet de traiter un plus grand nombre de dossiers par jour, et avec pertinence. Et ça se retrouve ça, le même genre de choses dans plein de domaines différents. Moi, je l'ai fait sur de l'industrie, par exemple, la détection de défauts sur des images des produits fabriqués, donc des défauts, visuels. Et en fait, ils avaient une personne, à temps plein, l'équivalent d'un ETP. C'était pas la même personne parce que c'était très compliqué à faire, donc il fallait changer régulièrement la personne qui le faisait. Et pour eux, c'était un équivalent temps plein de personnes qui passaient tous les produits fabriqués un à un pour vérifier les défauts. Avec un système d'IA, ils sont passés à 15 minutes par jour pour la production de la journée, ce qui fait gagner quasiment un ETP, en fait. Et donc les personnes, elles peuvent se concentrer sur d'autres tests de qualité à d'autres endroits de la chaîne de fabrication et laisser ce côté purement visuel de est-ce qu'il y a des défauts visuels à cet endroit-là à la machine. Et encore, ils ont fait un quart d'heure parce que ils veulent garder le contrôle sur ce qui est éliminé. Et donc, dès que la machine suspecte un début de défaut, dès que le modèle dit attention, là, il y a peut-être un défaut, l'humain va vérifier si effectivement c'est un défaut. Et alors, ton retour d'expérience, l'humain est plus fiable que l'IA ou c'est l'inverse? Bah, en fait, c'est l'inverse et j'en ai discuté avec d'autres industriels et à chaque fois que ce genre de système est mis en place, on augmente la quantité de défauts qui est découverte et c'est dans l'ordre du x2 en fait. Ce qui est assez fou, hein, parce que les personnes dans les ateliers sont persuadées qu'elles font du bon travail et elles font du bon travail. Mais les humains, on est faillibles parce que des fois on est déconcentré, parce que des fois on est fatigué et ainsi de suite. Et globalement, on a tendance à augmenter le nombre de défauts qui sont détectés. Donc, désolée pour les chefs d'atelier qui ont des contraintes en termes de nombre de défauts, dans l'année quand c'est mis en place, parce qu'en général, leur nombre de défauts explose après la mise en place de l'IA. Pour prendre un autre exemple, mais cette fois-là dans le domaine de la santé, il y a eu des expériences, scientifiques de menées qui conduisent à peu près à la même conclusion que ce que tu viens d'indiquer. C'est-à-dire en termes de diagnostic, pour émettre un diagnostic, ils ont testé d'un côté l'IA seule et de l'autre côté l'IA associée à des médecins et cetera. Et en fait, l'IA seule se révèle plus performante, et la raison pour laquelle ils invoquent cette supériorité, c'est que en fait, l'humain, à partir du moment où il arrive à la même conclusion en termes de diagnostic que l'IA, se dit, «Ça va pas, j'ai raté quelque chose», et donc «surjoue» entre guillemets. Mais c'est voilà, c'est assez interpellant. Et ce qui ne veut pas dire que l'IA ne fait pas aussi des erreurs, hein, elle n'est pas aussi faillible. On est d'accord là-dessus? On est bien d'accord, l'IA fait toujours des erreurs. En fait, il y a un risque d'erreur qui est jamais nul avec l'IA parce que c'est pas quelque chose de déterministe et complètement, fiable, qui a vu tous les cas ou ce genre de choses. Et c'est là où l'humain a de l'intérêt, c'est que quand il découvre des nouveaux types de défauts, par exemple, qui n'avaient pas été entraînés, et bah, c'est le moment d'aller réentraîner le modèle pour qu'il reconnaisse les nouveaux types de défauts. Et je parlais avec un fabricant de gélules compléments alimentaires et ils disaient qu'eux-mêmes, ils fabriquent des gélules depuis des années et que de temps en temps, ils découvrent de nouveaux types de défauts auxquels ils n'avaient pas pensé avant. Et ils se disent: «Ah bah tiens, là, on a tel cas» et ainsi de suite. L'humain arrive à le faire assez facilement en mode: «Bah tiens, c'est un truc qu'on n'a jamais vu». Mais le machine learning, un truc qu'il a jamais vu, il sait pas très, très bien faire, en fait. Il est pas adapté trop pour ça. Et du coup, c'est là où il y a complémentarité. Et c'est vrai qu'on parle du coup parfois d'hallucinations de la part de l'IA, mais en fait, très souvent, ces hallucinations sont le reflet de la manière avec laquelle on les a nourris, on leur a donné à manger. Et il y a certains, voilà, certains cas qui ont été cités où
je sais pas, des écoles ont formé une IA et ils étaient, je sais pas, d'une certaine tendance et on retrouve cette hallucination, cette tendance dans ce que l'IA a corrigé. Donc pour corriger ça, effectivement, ça nécessite une grande intégrité intellectuelle, en fait. Sinon, l'IA reflète les partis pris qu'il peut y avoir en input. Merci pour votre écoute. J'espère que cet instant digital vous a apporté un éclairage utile. Pour toute question ou feedback, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur contact